Nous allons enchaîner tout de suite avec la dernière partie de notre programme pour aujourd'hui, avec donc cette table ronde sur la thématique de l'écosystème favorable à l'innovation sociale. Je demanderai donc à nos cinq conférenciers de se joindre à moi sur la scène en me réservant le premier fauteuil sur le côté. Peu importe. Alors, oui, 1, 2, 3. Alors, il nous manque Vincent, qui arrive. Alors, nous avons décidé de clore cette journée en nous posant cette question. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies dans ce qu'on a appelé un écosystème favorable à l'innovation sociale? Pourquoi? D'une part, parce que il peut être intéressant ici d'identifier des éléments qui pourraient éventuellement se retrouver dans la prochaine politique nationale de recherche et d'innovation, mais aussi parce que après avoir pris connaissance de certaines innovations sociales déjà existantes ici, chez nous, après avoir réfléchi sur les raisons pour lesquelles on doit, et on aura dans les années qui viennent de plus en plus d'innovation sociale, après avoir vu que tout ça s'inscrit dans une tendance mondiale, eh bien, ici, chez nous, quelles sont les conditions nécessaires à l'établissement d'un écosystème favorable à l'innovation sociale? Quelles sont celles que nous avons déjà, hein, parce qu'on ne part pas de zéro, puisque nos invités de Londres et de Toronto nous ont dit que nous étions un modèle. Alors, on va les croire sur parole, donc on doit avoir quelque chose, on doit avoir déjà des acquis. Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Alors, on a réuni un panel de 5 personnes qui proviennent d'horizons différents, bien qu'ils soient tous liés à l'innovation sociale, tous et toutes. Et donc, je leur ai posé cette question-là, je leur ai demandé de nous préparer leurs réponses. On va les entendre tous les 5 et ensuite, on entamera la discussion avec vous sur ce sujet-là. Mais je vous les présente d'abord tous. Immédiatement à ma gauche, John Cawley, qui est le directeur des programmes et des opérations à la Fondation de la famille J.W. McConnell. Cette fondation qui est également initiatrice du Social Innovation Generation, SIG, dont on vient de voir la vidéo il y a quelques instants, qui est John Cawley nous dira peut-être tout à l'heure 2 mots sur SIG. Non, il ne nous dira pas 2 mots sur SIG. Alors, je vais dire 2 mots sur SIG. Alors, SIG, c'est une espèce de réseau qui réunit un certain nombre de personnes à travers le Canada et qui, depuis 5 ans, ça va durer 7 ans finalement, a pour mandat d'initier des projets d'innovation sociale qui continueront par la suite à travers le Canada. Le Solutions Lab, finalement, est un résultat du travail de SIG après quelques années comme ça de travail. C'est la même chose pour un programme de formation de cycle supérieur en innovation sociale à l'Université de Waterloo, par exemple. Alors, merci, John Cawley, d'être avec nous. Vincent Van Scandel, qui est économiste, qui est aussi à la RUC en économie sociale à l'UQAM, mais qui est le nouveau directeur du TIES, qui est ce nouvel organisme de liaison et de transfert en innovation sociale, qui est en création présentement, en voie de création, suite au concours qui a été lancé l'année dernière par le gouvernement du Québec. Donc, TIES, ça veut dire Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Et Vincent Van Scandel est membre du RQIS. Gilles Julien, que vous avez vu tout à l'heure, pédiatre social, fellow d'Ashoka aussi, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Lynne Sauvageau, qui est vice-présidente à l'enseignement et à la recherche à l'Université du Québec. On vous a déjà dit que le réseau, le RQIS, était né d'une initiative de l'UQ en partenariat avec le MDEIE du gouvernement du Québec. Eh bien, Mme Sauvageau a été responsable au cours des dernières années du RQIS au sein de sa direction. Et donc a contribué à son évolution récente vers la création de cet organisme autonome. Évidemment, Mme Sauvageau est membre du RQIS
et finalement Nancy Nimtan, qui est la présidente directrice générale du chantier de l'économie sociale au Québec. Alors, je commencerai avec Gilles Julien. Je commencerai par vous, Gilles Julien. Quels sont, d'après vous, vous qui êtes un entrepreneur social, innovateur social, quelles sont les conditions qui devraient être réunies dans un écosystème favorable, finalement, à ce que vous faites, finalement, favorable à l'innovation sociale? Quelles sont les conditions qu'on a déjà, puis quelles sont celles qui manquent? Alors, je vous donne une dizaine de minutes pour ça. Vous avez un micro devant vous. En fait, fonctionne. Aujourd'hui, ça semble un petit peu plus facile. Là. Moi, quand j'ai commencé, en fait, le terme entrepreneur social n'existait pas. Et quand j'ai été nommé fellow Ashoka en entrepreneurship social, j'ai comme découvert un nouveau terme. Puis je me demandais au début si c'était pas une secte d'ailleurs, parce que, en fait, la façon que ça s'était passé, il y avait réservé un hôtel, puis ça s'appelait... puis le coût était réduit pour des groupes religieux. Alors, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis c'était en Californie en plus. Donc, mais quand un des présidents de Google est arrivé en disant « on est pareil, on est deux innovateurs sociaux », ça m'a un peu rassuré. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce concept-là. Notre collègue de Mars l'a vraiment très bien décrit tantôt et a donné un peu la définition. Maintenant, il y a une définition, il y a des conditions, on sait comment ça se passe et puis comment le processus se fait maintenant. Donc, il y a actuellement des facteurs facilitants évidents. Je suis en train moi-même, dans mon organisation, d'essayer de faire en sorte que chaque individu qui travaille chez nous devienne un entrepreneur social et innove dans l'entreprise. Donc, c'est un concept qui commence à être porteur et il y a des conditions facilitantes. Avant, il n'y avait pas ça et il y avait énormément de barrières. Il y en a encore beaucoup de barrières. Je pense que c'est à peu près les mêmes. C'est toujours les mêmes barrières. C'est un peu dommage parce que, en fait, la plupart des gens, tantôt, l'ont dit, ça fait peur. Innover, ça dérange, ça devient... ça veut dire pour beaucoup de personnes que leur système ne marche pas. Donc, ils pensent qu'ils sont ignorants ou qu'ils ne sont pas bons. Et tout de suite, il y a une résistance importante, puis je le vis encore aujourd'hui. Cette résistance-là nous isole beaucoup et fait peur, puis autant aux institutions gouvernementales, à certains politiciens qu'aux syndicats, qu'aux différentes professions. Et même aux communautaires qui nous disent, bien, j'ai été là toujours, comment ça, vous autres, vous arrivez, puis vous innovez, c'est nous autres qui faisons ça. Autant que le travailleur social m'a déjà dit, à l'époque au CLSC, tu es un médecin, tu n'as pas d'affaire à te mêler du social. Donc, ce genre de barrière-là existait, puis je pense existe encore, et un innovateur social doit, je pense, accepter une certaine... précarité, enfin, ou une grande précarité, c'est toujours fragilisé. Puis à ce jour, cette fragilité-là persiste. Il n'y a jamais de garantie. On n'est pas en innovation sociale dans un système confortable. Mais pour être un innovateur social, je pense qu'on n'a pas besoin de ce confort-là parce qu'on croit tellement à notre idée qu'on va l'amener à terme quoi qu'il arrive, dans les pires catastrophes ou dans les très bons moments. Mais ce qui manque au Québec, ce qui manquait beaucoup, ce qui manque moins, c'est vraiment cette espèce de communauté d'innovateurs sociaux qu'on retrouve un peu partout maintenant. C'est un terme qui est en train de passer dans le langage courant. Donc, théoriquement, devrait faire peur de moins en moins. Les grands enjeux encore, c'est, bon, les bonnes idées, tout le monde en a. Avoir le courage de la mettre en pratique, c'est autre chose. Et être soutenu aussi par une communauté, c'est autre chose. La notion de réseau qui est ressortie beaucoup tantôt est extrêmement importante. Et la bonne idée, elle peut s'écraser facilement si, effectivement, on ne se construit pas un réseau fort, une masse critique, comme je disais tantôt, qui va pouvoir agir sur des changements de pratiques et des changements de politique éventuellement. Ce n'est pas l'entrepreneur social ou l'innovateur de départ qui va réussir ça.
c'est vraiment tout le réseau qui va se mettre en place autour de ce concept-là et autour du créateur qui va finir par changer des choses au niveau, dans mon cas en tout cas, au niveau des pratiques avec les enfants vulnérables, puis au niveau des politiques avec les enfants vulnérables. De là vient aussi une autre notion importante de mentorat. On a eu au Québec des mentors depuis longtemps. On a comme mis de côté cette notion de mentorat parce que on l'a vécu avec les métiers dans le temps. Puis c'est drôle parce qu'hier, j'étais chez Christopop, puis il y avait une marche des parents pour les écoles qui sont remplies de moisissures qu'on est obligé de fermer à Montréal, puis ça va arriver ailleurs au Québec de toute façon. Et il me disait, j'ai un beau projet, j'essaye de le pousser à la commission scolaire, un projet de mentorat pour les jeunes qui décrochent, et j'ai pas d'oreille de la commission scolaire. Et il me demandait, comme entrepreneur social, toi, ça t'intéresse-tu? Et c'est sûr que moi, ça m'intéresse parce que le concept de mentorat, c'est un concept d'accompagnement de quelqu'un vers un changement. Il y a une forme d'innovation sociale là-dedans. Ça a déjà existé au Québec. On l'a perdu, puis il faut y revenir. C'est par les communautés qu'on y revient. Chaque personne chez nous, dans un centre de pédiatrie sociale, vient aider un enfant et jouer au mentor parce que ça va permettre de dépasser juste l'attente de la famille. C'est maintenant l'attente de la communauté qui fait en sorte qu'il va vouloir se développer, performer, pour faire plaisir à son mentor et apprendre de lui. Puis, il faut changer de mentor. Donc, ça devient un processus. Alors, tous ces modèles d'innovation sociale sont présents. Il faut juste les animer dans une communauté. Puis, je reprends pour finir parce que vous allez m'arrêter bientôt, mais ça revient à ce modèle bottom-up. Un enfant, un adulte, un mentor, deux mentors, une communauté qui se prend en main, puis une société qui n'a pas le choix, qui doit réagir à ça et ajuster le tir. On a vu la grosse difficulté tantôt. La société n'est pas prête à ajuster le tir parce qu'elle pense qu'elle fait bien. L'État pense que c'est un bon parent, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vrai, cette histoire-là. Puis il faut repenser de nouveaux paradigmes de service à la communauté, aux enfants, aux familles. Alors voilà pour le moment. Donc, ce que j'ai noté, c'est d'abord, comme première condition, c'est d'avoir nommé l'innovation sociale comme quelque chose. Deuxièmement, le courage des innovateurs. Troisièmement, une communauté, un réseau. Quatrièmement, un mentorat, un accompagnement de ces personnes. Puis finalement, l'idée de favoriser l'émergence, donc le fameux bottom-up dont on parle, de ces solutions, de ces innovations. Je continuerai avec Vincent Van Scandel. Merci. Un, deux, oui. Merci. Alors, donc, on nous demande trois éléments. J'ai essayé de ramasser mes idées en 3 points. Je dirais que ça prend, dans un premier temps, ça a l'air évident, mais il faut le dire quand même, ça prend des expériences, ça prend des expérimentations, ça prend le temps de les faire, d'en tirer le bilan, les acquis. Ça prend donc des initiatives qui sont autant de tentatives de trouver des solutions à des problèmes. On l'a dit plusieurs fois depuis ce matin, on ne se lève pas en disant on va faire de l'innovation, on veut régler un problème, et après ça, on théorise en disant on a fait de l'innovation sociale. Mais c'est donc, au départ, c'est une expérience, une initiative, une expérimentation pour trouver une réponse à un problème. Ça peut être couronné de succès, il peut y avoir des erreurs, donc ça implique qu'on ait le droit aux erreurs et qu'on reconnaisse qu'on a le droit d'essayer des affaires qui marchent, des fois qui ne marchent pas, mais des fois on apprend de ses erreurs aussi. Quitte à faire des ajustements, à les évaluer et à recommencer sous une autre forme après. Deuxièmement, une fois qu'on a des expérimentations qu'on a bien laissées macérer, si on peut dire, dont on a tiré des leçons, il faut les consolider. Il faut pouvoir dire, bon, ça marche. Maintenant, si on veut que ça dure plus que 6 mois, 1 an, puis après ça s'écroule et on recommence autre chose ailleurs, ben, il faut consolider, il faut pouvoir, disons, porter l'expérimentation à un autre niveau. Donc, c'est l'enjeu de la consolidation. Il y a cette semaine à l'ACFAS, au colloque du Centre de recherche sur les innovations sociales, de crise,
il y avait une chercheure française là, qui a utilisé une expression que j'avais bien notée qui disait attention à l'injonction d'innovation. C'est-à-dire cette pression d'innover à tout prix avant même d'avoir consolidé ce qu'on a fait à l'étape précédente. Donc, je pense que souvent, on dit il faut innover, il faut innover, il faut innover, mais il ne faut pas oublier non plus de consolider ce qu'on avait déjà. Et troisièmement, je dirais la troisième phase, c'est la diffusion des innovations, c'est le transfert, c'est donc l'institutionnalisation. Toujours au même colloque, il y a Benoît Lévesque, que plusieurs connaissent, là, qui était le fondateur du Centre de recherche du CRISE, qui disait « Une innovation qui ne s'institutionnalise pas est une innovation qui a échoué ». À un moment donné, il faut pouvoir dire on a résolu des problèmes, donc on a trouvé une nouvelle façon de faire qu'on va pouvoir utiliser jusqu'à temps que ça se heurte à un nouveau mur et que peut-être on trouve d'autres façons de faire. Mais il faut pouvoir donner une certaine pérennité à ces innovations-là. D'où tout l'enjeu du transfert. Là, je vais donner 2 mots sur le transfert et surtout en l'occurrence, parce que moi je suis là comme je viens du milieu universitaire, alors peut-être en insistant sur le rôle de l'enseignement supérieur dans le transfert. Et je terminerai par, très rapidement, peut-être par des dangers aussi, disons, je ne sais pas si on peut appeler ça danger, de tous ces processus. Je pense que le milieu d'enseignement supérieur, que ce soit les cégeps ou les universités, a un rôle très important dans la diffusion, dans le transfert des innovations. On a eu plusieurs exemples depuis ce matin. Ça implique de reconnaître que c'est un des rôles de l'enseignement supérieur, d'appuyer leur milieu, peut-être de formaliser ce rôle dans ce qu'on pourrait appeler, c'est des débats qu'on a eus dans les premières réunions préparatoires au ETS, ce qu'on pourrait appeler une mission d'engagement dans leur milieu. Et je pense qu'il faudrait que ce soit reconnu dans les universités, dans les cégeps. Il y en a qui l'ont sous une forme ou une autre, mais ça ne peut pas dire que c'est reconnu partout. Deuxièmement, ça prend des moyens. Ça prend pour les enseignants du temps pour pouvoir s'impliquer. Ça prend des mécanismes pour rapprocher les enseignants avec ces milieux, des mécanismes de médiation, de traduction, de transfert bilatéral, parce que des fois, les connaissances émergent des innovations dans les milieux et s'assurer aussi que ça transfère dans l'enseignement pour former des étudiants, des nouvelles générations qui ensuite vont arriver et vont travailler peut-être autrement. Et troisièmement, ça implique aussi, si on veut, que les enseignants, les professeurs, les chercheurs s'impliquent, que ce soit reconnu dans leurs tâches et dans l'évaluation qu'on fait quand ils font des demandes de subventions, qu'on ne regarde pas seulement le nombre d'articles scientifiques et les millions de subventions qu'ils ont eu, mais aussi l'implication qu'il y a eu avec le milieu, donc il faut que ce soit valorisé. Peut-être en terminant, s'il me reste quelques secondes, parce que ça a été mentionné tout à l'heure et ça me semble assez important. Bon, la bonne nouvelle de tous ces débats sur l'innovation, c'est qu'on est dans une période d'ébullition qui favorise les transformations et la reconnaissance de l'innovation sociale. Mais en même temps, il y a peut-être des bémols à mettre, des dangers, et je pense qu'il y a une question tout à l'heure posée dans ce sens-là, en disant que ce n'est pas forcément une bonne chose, l'innovation. Il y en a un que Camille Bouchard a mentionné, le danger de dilution. Un deuxième, je l'ai mentionné rapidement tantôt, peut-être le danger d'injonction, de vouloir innover à tout prix sans avoir consolidé ce qu'on avait. Il y a peut-être un autre danger, je dirais qu'on cantonne les innovations à un rôle de gestion des crises. Pour prendre une comparaison qu'un collègue m'avait déjà donnée, imaginez une rivière qui déborde parce qu'il y a un barrage qui a fissuré et que toutes les maisons qui sont sur le long de la rivière sont inondées. Alors, on pourrait dire, on va trouver une façon innovante de vider et d'assécher les sous-sols. Mais si c'est juste ça, l'innovation, de réparer les dégâts qui sont causés en amont, il y a d'autres choses qu'on rate et qui pourraient permettre de fonctionner dans l'ensemble plus efficacement. Alors, il y a peut-être ce danger qu'on cantonne dans des rôles de réparation de dégâts causés en amont par la financiarisation, par des contraintes budgétaires, etc., etc. Et ou alors, d'un autre point de vue, et comme ça se retrouve dans certains documents de discussion qui ont circulé même en préparation de la PNRI, ça veut dire, au fond, l'innovation, c'est une bonne façon d'augmenter la productivité dans le secteur privé, de mieux organiser la production. Et puis, donc, il y a
peut-être qu'on peut résumer par un danger d'instrumentalisation. Et peut-être qu'en terminant, je pourrais reprendre une petite phrase que Carole Lévesque a dite ce matin. L'objectif, c'est pas l'innovation, c'est la transformation. Et je pourrais rajouter la transformation pour répondre à des besoins, qui sont des besoins collectifs identifiés par les populations. Merci. Lynn Sauvageau, du point de vue de l'institution universitaire, quelles sont les conditions de succès d'un système d'innovation sociale? Oui, merci. C'est bien ouvert. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de m'asseoir ici, c'est parce que je me considère à ce moment-ci comme une représentante du RQIS et je veux aussi, à travers la présentation, rendre justice aux travaux qui ont été effectués par la communauté du RQIS qui, en fait, s'est réunie pendant une année très agréable année, avec des rencontres très fructueuses où on a amorcé une réflexion sur les conditions d'émergence et de pérennisation des innovations sociales. On s'est assis une année pour décortiquer 14 cas d'innovation sociale. Ça nous a permis de tirer 12 facteurs clés. J'espère leur rendre justice. On nous a demandé d'identifier trois conditions pour favoriser l'innovation sociale. Je vous l'ai dit tout de suite, des 12 facteurs clés, j'ai 3 grands facteurs ou 3 grandes conditions qui se ressortent de ces facteurs clés. Et je vais vous les nommer tout de suite, il n'y aura pas de chasse au trésor. La première condition serait de créer des lieux de rencontre. La deuxième, c'est d'accepter de s'engager dans des nouvelles façons de faire, dans des processus novateurs, des processus de travail novateurs. Et la troisième condition, c'est obtenir, ou en tout cas avoir une ouverture des programmes de financement ou des bailleurs de fonds à des modalités de travail plutôt qu'à des résultats connus d'avance. Donc, mais je me rends compte, après avoir vu la présentation de monsieur ici, dont le nom m'échappe, qui était Mars, que mes 3 conditions sont probablement beaucoup plus proches des étapes 1, 2, 3, 4 et ne vont pas tellement toucher les étapes 5, 6 et 7. L'année prochaine, je vous donnerai mes conditions pour toucher l'ensemble du processus. Mais alors, voilà. Les lieux de rencontre, pourquoi? Parce que dans les 14 cas qui ont été recensés et décortiqués, on s'est rendu compte que ce qui provoquait une innovation sociale, donc un résultat qui trouve preneur, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire qui rompt avec l'existant, ce qui fait qu'on produit un résultat comme celui-là, c'est le fait d'asseoir des gens ensemble qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des gens qui sortent de leurs ornières, qui sortent des silos et qui abordent un sujet, un problème, une problématique avec des visions croisées. Donc, ça veut dire, et ça prend des lieux de rencontre autour d'objets, autour de problèmes, pour permettre à ces gens-là de travailler ensemble. Donc, voici la raison, la première raison. L'autre point, il faut pouvoir ensuite laisser de côté, je pense, nos visions institutionnelles, nos intérêts institutionnels pour travailler de façon collaborative. Ça m'amène à ma deuxième condition, qui est celle des processus novateurs. Des processus novateurs parce qu'on doit bien sûr travailler sans hiérarchie, en étant dans un processus collaborateur, en développant une vision commune, en mettant ensemble des points de vue variés avec une grande ouverture à la fois au contexte de l'autre, à ses expériences, à ses connaissances, en acceptant, je dirais, de laisser tomber nos intérêts corporatifs.
En plus, dans ce travail-là, il y a toujours aussi une part de risque importante. Et qui dit risque, dit bien sûr incertitude. Il y a une obligation à la fois d'être audacieux dans la prise de risque et en même temps de développer une confiance importante les uns envers les autres. Donc, on a d'abord à s'investir de plein de points de vue différents, co-construire des nouvelles façons de voir les choses, prendre en compte les besoins, les intérêts et, je dirais, construire à partir de ça quelque chose de nouveau. En dernier lieu, compte tenu de ces caractéristiques-là, très peu de programmes où le gouvernement ou les bailleurs de fonds sont habituellement assez réticents à ce qu'un groupe de gens qui n'ont jamais travaillé ensemble ou qui voient les choses de façon de point de vue extrêmement variés, a priori, on n'est pas certain du résultat qui va sortir de là. Donc, les bailleurs de fonds, les programmes sont habituellement prêts à s'investir financièrement dans quelque chose d'assuré, dans quelque chose qui ne comporte qui comporte peu de risques, a fortiori le gouvernement. Et donc, on a, je pense, aussi à créer des conditions pour que ce soit davantage les façons d'arriver à un résultat qui soient mises en valeur, donc d'asseoir les gens différents, de leur donner un contexte de travail différent pour permettre l'émergence de nouvelles réponses à des problèmes qui ne trouvent pas de réponse habituellement. Donc, voici mes 3 conditions. Merci beaucoup. John Cawley, du point de vue du financeur en partie, une fondation philanthropique. Je veux corriger ça. Financière, nous sommes un contributeur. Un contributeur. Et tout le monde sont des contributeurs. Bien sûr. Parce qu'on veut changer la relation bailleur de fonds et bénéficiaire. Ça, c'est une chose. Ça, c'est des mentalités. Okay. C'est peut-être une condition, d'ailleurs, de succès d'un écosystème comme ça? Oui, actuellement. Oui. Approchez le micro de votre bouche. Oui, c'est de changer, ça c'est à la fin, mais actuellement de changer le discours en termes de c'est quoi un partenariat et des affaires comme ça. Bon, je vais commencer actuellement avec une des choses comme une fondation familiale que nous avons appris. Évidemment, nous avons donné des subventions à beaucoup des innovateurs et souvent c'est des gens qui travaillent à l'extérieur de la système parce que c'est des gens comme Gilles qui veut briser les règles de système. Ça, c'est où l'innovation, ça arrive souvent. Mais la différence de la diffusion, l'intégration de ces apprentissages dans les systèmes plus gros, ça, c'est un défi qualitatif différent. Parce que la première étape, souvent, ça prend un entrepreneur. Et la deuxième étape, ça prend un entrepreneur, quelqu'un qui est capable de naviguer les bureaucraties, qui a la patience de travailler avec la bureaucratie, qui réalise que il faut souvent, et pour nous autres, il faut pas donner, mais de contribuer des supports complémentaires, par exemple en termes de mobilisation de savoir, de vraiment de leadership. Et changer les modèles. Par exemple, laitière en Outaouais ce matin, le modèle financier était très intéressant. Il y a 2 coopératives, il y a investissement privé et des subventions gouvernementales en même temps. Et ça, c'est de plus en plus normal. Mais de fait, le changement pour beaucoup des organismes communautaires a un modèle qui est souvent lié aux subventions gouvernementales ou une grosse bailleur de fonds. Ces affaires-là, hybrides, deviennent de plus en plus communes. Et des fois, ça prend un accompagnement pour arriver là. Alors, je veux juste mentionner 2 ou 3 mécanismes. Par exemple, nous avons commencé un programme InnoWeave qui est là pour aider les organismes communautaires à mettre en œuvre de nouvelles approches pour accroître leur impact. Parce que souvent, comme j'ai dit, la personne ou les personnes qui a commencé l'innovation, c'est pas évident que c'est les mêmes habilités, ces mêmes fonctions qui vont l'aider avec la diffusion. Alors, InnoWeave consiste d'une plateforme de connaissances, des ateliers à travers le Canada et renforcement institutionnel.
sur les sujets comme entreprise sociale, info nuagique, évaluation d'impact et des modèles d'affaires. Mais aussi, ça c'est accompagné par un fonds d'innovation sociale parce que nous avons réalisé le modèle spirale de Urey. Il y a un moment donné, souvent les gens sont capables de trouver l'argent pour scaling up. Si c'est vraiment une bonne innovation, mais le problème, qui va payer pour les changements internes de l'organisme? Souvent, les gens sont prêts à payer pour les activités sur le terrain. Mais si un organisme, par exemple, est en train d'avoir une croissance majeure, qui est prêt à payer pour ces changements internes? Alors, par exemple, le Fonds d'innovation sociale, c'est une initiative de nous autres, existe pour les gens actuellement d'investir dans leur processus interne. Et on a trouvé, ça c'est souvent la raison pour les échecs. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas capables d'innover, mais est-ce que l'organisme, est-ce qu'il y a un environnement propice à l'interne et à l'externe pour donner le soutien? Finances, deuxièmement. Évidemment, comme plusieurs personnes ont dit, la finance sociale, le Québec est un des leaders au monde et Nancy est évidemment la meilleure personne de parler de ça. Mais il y a un nouvel mécanisme, si tu veux, qui arrive, c'est des investissements d'impact. Et ça, c'est une approche d'investir du capital pour des retours financiers et des impacts sociaux. Alors, par exemple, il y a beaucoup des petites et moyennes d'affaires aujourd'hui qui actuellement a une mandat ou une mission sociale en même temps. Par exemple, les gens qui travaillent dans l'insertion des immigrants dans l'économie locale. Okay? Il y a un effort de commencer des petites entreprises, mais aussi le côté social et inclusion sociale, c'est très, très important pour ces gens-là. On parle des milliards et des milliards qui seront prêts pour investir dans l'économie sociale dans les prochaines années. On parle des milliards. Okay? Juste pour donner un exemple de la Fondation, parce que les chiffres de 400 milliards, ça ne dit rien. Okay? Nous sommes une fondation, nous donnons des subventions chaque année, 3,5% du capital, l'intérêt finalement, qui était à peu près 15 et 20 millions par année. C'est une somme assez intéressante. Mais nous avons fait un engagement d'ici 2020 d'investir 10% de le capital dans l'économie sociale. Ça, c'est 3 fois plus. Alors, une des opportunités, c'est que, par exemple, les universités, ils ont des milliards dans des fonds de retraite et aussi le capital. Et la question à poser aux fondations et aux universités, qu'est-ce que vous faites avec le capital? Alors, il y a un mouvement aux États-Unis sur les campus, Invest in Main Street, not Wall Street. Alors, une des mesures de succès de le fonds de retraite à Harvard, qui a 1 milliard, pourquoi pas tu peux investir ça dans les communautés vulnérables autour de campus. Et il y a un retour financier et social. Alors ça, on parle des premiers pas, mais on pense qu'il y a des potentiels énormes. Mais il y a des barrières énormes. Au Canada, par exemple, il y a beaucoup de règles fiscales et financières qui bloquent ça actuellement. L'Angleterre et les États-Unis est beaucoup plus propice pour encourager des organismes avec des sous pour faire ça. La dernière chose actuellement, c'est le côté culturel. Parce que si on parle d'innovation, on parle de prendre des risques. Si on prend des risques, on doit être prêt pour les échecs. Mais est-ce que nos organismes, est-ce que nos structures sont prêtes à accepter des risques? Normalement, non. Pour moi, un des chocs, c'est que le fait que, même avec une fondation comme la nôtre, le fait que les gens pensent qu'il faut raconter des belles histoires, des projets. Actuellement, nous sommes beaucoup plus intéressés par des échecs parce que l'apprentissage, c'est la clé pour l'amélioration. Alors, j'ai 2 suggestions. C'est pour la culture, c'est évaluation axée sur l'apprentissage et les résultats plutôt que les mesures de reddition de comptes.
Et deuxièmement, les communications, soulever, admettre et célébrer les échecs en plus des histoires de réussite. Célébrer les échecs quand même. Oui, c'est très important. Donnez-nous un exemple d'une célébration d'échecs qui serait positive. Ben, je vais donner un exemple d'un organisme qui a institutionnalisé ça. Des ingénieurs sans frontières, depuis 3-4 ans, ils ont chaque année sur le site web, mais aussi une publication, et c'est l'annuaire des échecs. Bon. Et évidemment, il y a une grosse discussion, qu'est-ce qu'on va faire, parce que les bailleurs de fonds vont couper, et c'est le contraire. Les gens sont très impressionnés par l'intégrité et le fait qu'ils sont prêts à mettre ça sur la table, parce que ça, c'est un organisme, évidemment, avec l'intégrité. Alors, je veux finir avec une petite poème pour moi, et ça vient du 9e siècle. Je me lève, je marche, je tombe. Entre-temps, je continue de danser. Merci, John. Nancy Nimtan, je termine le tour de table avec vous sur ces conditions d'un écosystème favorable à l'innovation sociale. Oui, c'est pas facile, d'autant plus que je sais qu'il est vendredi à 4h moins 20. Et tout a pas mal été dit, mais je vais quand même y aller avec un commentaire peut-être un peu plus philosophique, puis après, si on parle d'écosystème, qu'est-ce que ça peut vouloir dire autant au niveau de l'administration publique, la société civile, puis les lieux d'enseignement. Bon, premièrement, moi, je veux juste réitérer un peu ce que d'autres ont dit sur cette question. Puis bon, on m'a cité au début de la journée. Ça fait 30 ans, il semble que je fais l'innovation sociale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un matin, je me suis levée en me disant que j'allais le faire. C'est juste qu'il y avait des problèmes, il y avait des enjeux, il n'y avait pas de réponse, et on s'est mis à travailler là-dessus. Et je trouve ça important parce que l'enjeu, c'est qui va porter la question d'innovation sociale. Je commence à avoir une crainte, à force d'en entendre parler, on n'est pas loin de créer un programme d'innovation sociale. Puis s'il y a quelque chose qui est contradiction fondamentale, c'est un programme d'innovation sociale. Donc, j'aimerais dire ça, puis je trouve, on peut prendre beaucoup d'exemples. C'est parce que, ultimement, si on veut qu'une innovation qui apporte une solution à un problème sociétal, si on veut que ça change et devient à une échelle systémique pour être la vraie innovation, ça veut dire qu'il faut que ça soit porté plus par un individu, d'où mon allergie à toute cette notion de l'entrepreneur social tout seul. Ça doit être porté par une collectivité, et je dirais pour nos amis qui viennent de l'extérieur du Québec, c'est probablement pour ça que le Québec, au niveau de l'innovation sociale, avance un peu plus rapidement qu'ailleurs, parce qu'on a une petite société francophone qui lutte pour sa survie depuis longtemps, et quand il y a des problèmes, peu importe les débats internes, à un moment donné, il faut qu'on se parle. Et on s'assoit, puis l'enjeu du dialogue social est beaucoup plus fort ici, des réseaux, etc., avec toutes sortes d'acteurs. Donc, je trouve que ça, c'est un enjeu important dans l'innovation sociale. C'est qui est porteur d'innovation sociale? Et pour moi, c'est extrêmement important que ça soit vraiment des mouvements sociaux, les acteurs de changement, qui soient partie prenante de ces choses-là, ce qui veut dire qu'il faut s'asseoir, il faut en discuter, parce que c'est vrai que l'innovation sociale, ça dérange. Quand nous, on a commencé en économie sociale, ça dérangeait nos partenaires syndicaux, ça dérangeait beaucoup de partenaires communautaires, ça dérangeait beaucoup de monde, même au gouvernement, mais on n'a plus le temps de faire les débats. Et là, on a des alliances de plus en plus fortes, et là, ceux qui sont dérangés le plus, maintenant, c'est le secteur privé. Alors, je commence à me dire que peut-être qu'on commence à avoir du succès. Et on peut voir des exemples aussi comment les innovations sont déviées. Tu sais, si on prend justement la question de la finance sociale, le cas du microcrédit, qui était une innovation absolument fascinante. Bon, on connaît l'histoire, Bangladesh, les femmes très pauvres, etc. Et à un moment donné, tout le monde, il est devenu la mode, c'est devenu l'industrie du microcrédit. C'était pris en charge par des entreprises privées, des grandes institutions financières, puis il est en train de s'effoirer un peu partout, là. Parce que ceux qui ont pris le contrôle de cette innovation-là, ils n'avaient pas les mêmes finalités, et c'est pas porté par les gens qui veulent une vraie transformation des façons de faire ou du modèle de développement, peu importe. Et je pense que même ici, on a dû faire ce débat-là, qu'on a commencé à développer des instruments de la finance solidaire,
Quand ça commence à grossir un peu, on s'est fait dire la même chose par des experts de la finance. OK, les petites filles, là, c'est bien. Mais là, ça commence à être sérieux. Nous, les financiers, on va s'en occuper. Et on a dit non, puis il fallait se battre. Parce qu'on dit, si on veut changer de logique, bien, la logique du système néolibéral, c'est ceux qui contrôlent le capital, décident comment le développement va se faire. Nous, si on veut changer comment le développement va se faire, puis c'est ça l'idée du mouvement d'économie sociale et solidaire, mais il faudrait que ceux qui font le développement contrôlent le capital. Alors, il y a un changement de paradigme. Donc, je veux juste dire que c'est vrai, et ça a été dit, il ne faut pas être naïf, parce que l'enjeu de l'innovation, il faut faire attention, là, c'est un peu à la mode, mais si on veut que ça nous sert encore comme un mouvement de transformation sociale, ben là, il faut qu'on veille ça au grain. En tout cas, moi, je voulais juste faire ce commentaire. Bon, sur la question de quels sont les éléments pour un écosystème, bon, je pense qu'effectivement, il y a différentes parties d'un écosystème. Bon, très rapidement, sur la question de l'administration publique, c'est clair que si on veut avoir le soutien de l'État, qui est quand même notre instrument collectif, hein, qui nous aide à avancer comme société, il y a une réflexion et une innovation organisationnelle ou sociale, je ne sais pas comment on l'appelle, à l'intérieur de l'administration publique, parce qu'on le sait qu'un administrateur, ce qu'il apprend en premier lieu, c'est de faire bien attention avant de dire oui à quelque chose si ça crée un précédent. Ouais, c'est ça, les fonctionnaires, et on ne peut pas le faire, ça crée un précédent, mais l'innovation, c'est créer des précédents. Et on l'a vu, bon, je me rappellerai toujours en 96, quand il y a eu le Fonds pour la lutte à la pauvreté, 500 millions de dollars, une taxe dédiée, supportée par le milieu des affaires pour faire l'innovation dans la lutte à la pauvreté. Ça a pris 1 an et demi avant que c'est devenu un programme normé. Et quand je me suis plaint au premier ministre en disant « c'est pas comme ça qu'on s'est battu », il m'a dit « oui, mais Nancy, as-tu vu le rapport du vérificateur général ?» Il a dit « comment vous pouvez mettre l'argent où tu ne sais pas ça va de quoi là, tu sais, puis il va y avoir des erreurs, puis il va y avoir de l'argent gaspillé, donc il faut normer le programme. » Alors, on a un problème qui va jusqu'à comment on fait la vérification, et c'est d'autant plus difficile de se lancer à cause de tous les scandales. Et c'est ça qui écœure un peu, là, ceux qui veulent faire du développement, innovation sociale pour le progrès social, on se fait contrôler, puis bon, d'autres, disons, il y a moins de contrôle. Deuxième chose, et lié à ça, c'est tout l'enjeu du processus de production de politique publique. Ça commence à être un peu plus à la mode, mais c'est quand même un enjeu. C'est que si les innovations qui viennent du terrain, qui viennent de l'expérimentation dans les communautés, etc., si on veut les changer d'échelle, ça prend des politiques publiques. Mais qui pense des politiques publiques? Est-ce qu'ils sont pensés dans les bureaux de fonctionnaires à Québec ou à Ottawa ou à Genève? Ou est-ce que c'est à partir d'un dialogue et un processus de coproduction? Donc, tout l'enjeu de rendre ce systémique exige, de mon point de vue, de renforcer donc ces lieux de coproduction de politique publique qui sont en transformation constante parce qu'ils doivent être adaptés à fur et à mesure que la réalité change. Bon, du point de vue de la société civile et tout ça, je pense que ça a été dit. Il me semble que pour avoir un écosystème, ça prend toutes sortes de possibilités d'expérimentation, mais ça prend des réseaux. Bon, Lynn l'a dit, d'autres l'ont dit. L'intersectorialité, etc., de ces réseaux-là. Puis moi, je mettrais l'accent, puis je trouve qu'on en fait peut-être, on en fait au Québec, mais peut-être pas assez, c'est le réseautage au niveau international. Moi, je pense que, tu sais, nous, en économie sociale, on est très bien coté au niveau international. On voit le monde passer dans nos bureaux et ils viennent voir qu'est-ce qu'on fait au Québec. Mais dans les faits, à peu près tout ce qu'on a fait, qu'ils regardent maintenant, c'est parce qu'on a vu, ils faisaient ça aux États-Unis, ils faisaient ça au Bangladesh, ils faisaient des cuisines collectives au Pérou, etc. Donc, on a bénéficié beaucoup des innovations faites ailleurs, mais c'est sûr, quand on les amène chez nous, puis on les implante, mais ça ressemble plus à ça. Alors, les gens pensent que c'est d'autres choses. Mais alors, c'est toute cette question du réseautage et au niveau international, je pense que ça, on aura peut-être un peu plus de travail à faire de ce côté-là, des barrières de langue, etc., de culture, mais je dirais qu'en plus de tout ce qu'on a dit, c'est un élément qu'on pourrait faire un peu plus d'efforts de ce côté-là. Bon, la troisième chose, c'est dans les lieux d'enseignement. Ben, c'est pas une critique que je fais à toi, là, mais dans tout ce débat, le rôle des universités, etc., si on veut faire parce que l'innovation, il faut que ça soit constante. On ne peut pas arrêter à un moment donné. Il faut toujours innover parce que notre monde change. Et ça veut dire comment on enseigne, puis comment on forme nos leaders, nos étudiants, nos jeunes, etc.
Et on a encore des problèmes, et on a des problèmes, mais je vais faire le lien dans la façon, par exemple, on évalue nos professeurs, comment ils travaillent. En tout cas, nous, on pousse beaucoup le modèle brésilien où ce que les professeurs sont évalués sur 3 éléments. Pas juste la recherche et l'enseignement, mais également le travail qu'ils font avec la communauté. Donc, ils sont... Parce que si c'est une exigence pour chacun des profs, je suis certaine de leur notion de la réalité serait différente. Et je finirai peut-être avec un exemple qui peut-être combine tout ça. C'est la façon qu'on enseigne l'économie. Si on veut parler d'un endroit où il n'y en a pas d'innovation, puis il va falloir... On regarde autour de nous, puis je pense que les citoyens sont conscients que notre système économique, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et il y a une nécessité de changement de logique économique. Même l'OCDE dit que le trickle-down effect, tout ce qu'on crée la richesse, puis ça descend, ça ne marche pas. Et si on va dans tous les départements de l'économie, je pense à travers le Québec, on enseigne encore la pensée unique au niveau de l'économie. Donc, on a du travail à faire à tous les niveaux, mais je pense fondamentalement qu'il faut qu'il y ait un rapport de force puis un mouvement en faveur de cette innovation qui doit mener aussi à des transformations sociales. Merci beaucoup, Nancy Nétan. Je vais tout de suite ouvrir les micros pour le plancher, pour la salle. Donc, Mélanie et André, s'il y a des gens qui voulaient tout de suite intervenir dans la conversation, ajouter à ce que vous croyez que devraient être des conditions d'un écosystème favorable à l'innovation. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, vous, ou que vous avez vécues dans vos expériences personnelles, professionnelles, et qui n'ont pas été mentionnées ici? Est-ce qu'il y en a des conditions favorables à l'innovation sociale que vous n'avez pas entendues? Ou est-ce que vous souhaiteriez échanger avec un des panélistes et effectivement sur une des choses qui ont été dites? Monsieur. André Bélanger, Québec. Est-ce qu'un patenteux social, appelons-le comme ça, qui n'a pas de diplôme universitaire et qui veut avoir des conseils des gens du savoir, du cégep ou université, est-ce qu'il y a des facilités pour lui à avoir de l'aide sans se faire voler sa patente? Est-ce qu'il faut poser la question à Lynn Sauvageau, qui vient du monde du savoir? Est-ce qu'on peut aider un patenteux sans qu'il se fasse voler sa patente? D'abord, est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'il y a des moyens de l'aider? Puis ensuite, si on l'aide, est-ce qu'on va lui voler sa patente? Il y en a peut-être d'autres aussi qui pourraient répondre à ça. C'est une bonne question. Pas sur se faire voler la patente. Mais en fait, pour pouvoir entrer efficacement en collaboration ou en relation, il faudrait avoir une idée de la thématique, ce sur quoi porte votre intérêt, pour vous mettre en relation avec des chercheurs potentiellement. Il y a, je dirais, des chercheurs qui ont des pratiques de recherche qui les amènent à travailler avec des gens quotidiennement, avec des groupes. Donc, je dirais, a priori, je dirais qu'on peut certainement aider, mais ce serait dans la mise en relation de vous là, avec un certain nombre de personnes qui auraient des intérêts qui se rapprocheraient des vôtres. Mais sans se faire voler la patente, je pense que les gens qui travaillent, je dirais, en relation directe avec des citoyens, des groupes et tout ça, ont une tradition qu'on appelle maintenant de co-construction des connaissances, des savoirs et sont habituellement très respectueux, au contraire, d'où provient l'idée, et sont prêts à échanger. Donc, voilà. Mais cette question-là, je trouve, nous ramène aussi aux notions d'accompagnement, de mentorat dont on a parlé tout à l'heure dans le panel. Oui, il y a une autre intervention, il y en a 2 au moins au centre, alors allons de ce côté-là. Mélanie. Oui, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Julien, puis moi, j'ai plus du domaine de l'ingénierie, puis je suis en train de m'intégrer à tout ce qui est entrepreneuriat social. Puis là, on parle d'innovation sociale, autant qu'on a parlé d'innovation technologique avant. Je pense qu'un des gros points au niveau de l'innovation technologique, ça a été, là, on vient de l'aborder, la protection des connaissances par les brevets. Protection des droits, vous voulez dire? Oui, protection des droits. Des droits d'auteur, etc., propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, voilà le bon mot. Je me demandais si, pour l'innovation sociale, on s'en allait vers un nouveau paradigme, ou est-ce qu'on allait vers une culture plus libre, une culture plus de partage des connaissances, justement pour
faire profiter au plus grand nombre ces innovations sociales-là, ou si on recréait le même modèle de protection des droits et des connaissances. Oui. Gilles Julien, prenez un micro, par exemple. Je trouve ça intéressant parce que moi, je pense qu'en innovation sociale, il n'est pas question de protéger rien parce que justement, puis le conférencier l'a abordé tantôt, on est là pour ouvrir. Alors, plus il y a de monde qui partage l'idée, qui l'amène plus loin, plus la bonne idée du départ, là, justement, ce qu'on parlait tantôt, c'est le premier entrepreneur, lui, tout ce qu'il souhaite, c'est d'arriver au résultat final. Alors, plus il y a de monde qui partage l'idée et qui a bonifie, mieux c'est. Puis ça fait partie du processus. Donc, il n'est pas question de rien protéger. La personne qui va protéger, c'est pas un innovateur social, puis il ne réussira pas à arriver parce que c'est pas la première personne qui réussit finalement. C'est tous ceux qui vont suivre, qui vont avoir approprié l'idée et surtout bonifier l'idée. Donc, on est vraiment dans un autre paradigme. Nancy Nipton. Moi, je dirais effectivement, l'enjeu, c'est au contraire, c'est de partager le plus possible et le plus rapidement possible. Mais, et c'est pour ça que je disais aussi, mais l'enjeu aussi, c'est de maintenir les orientations et la finalité. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple de microcrédit, parce qu'à un moment donné, là, tu ne sais plus c'est qui l'objectif, c'est quoi l'objectif, là. Et on le voit dans le domaine de la finance sociale aussi, là. C'est quand je vais dire quelque chose. Quand la Banque Royale se met à être le grand défenseur de la finance sociale, ou Stephen Harper pense que maintenant, les autres, ils ont développé... Disons, on peut s'inquiéter, on peut profiter de cette ouverture-là, mais si les acteurs de changement n'ont pas comme les deux mains sur le steering, j'excuse l'expression, là, c'est un peu banni au Québec, mais je trouve ça important. Je vais juste revenir aussi à la question sur le patenteur. Imaginez, c'est notre idée là, de dire que chaque professeur avait une obligation de travailler dans la communauté. Ils couraient après vous, monsieur, pour travailler avec vous, pour faire des recherches, parce que ça rentrait sur leur CV. Présentement, c'est pas rentable pour eux autres. Nancy, j'ai envie de vous demander, parce que, bon, vous présidez un grand mouvement d'économie sociale, et vous disiez, il faut que les acteurs sociaux aient les mains sur le volant, et il faut aussi veiller à ce qu'une idée ne soit pas déviée de son sens original. Comment vous avez fait en économie sociale pour réussir, justement, à garder les mains sur le volant? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Puis encore une fois, il faut faire attention parce qu'on se bat au chantier de ne pas être une organisation qui dit on veut contrôler, on ne veut pas le contrôler. Mais il faut toujours, pas d'une façon organisationnelle, mais je crois il faut toujours ramener des gens sur les liens entre les choses. La question a été posée, comment... C'est quoi les liens? Par exemple, quand les syndicats, au début, disaient, bien là, on a peur que l'économie sociale soit utilisée pour remplacer le service public, oui. La question, il ne fallait pas juste dire, oh, c'est une question légitime quand même. C'est une question légitime, il faut s'asseoir, puis il faut en discuter, puis ça évolue, puis il faut qu'il y ait un enjeu constant. Même chose au niveau de la finance. Par exemple, je donne un exemple, on innove dans les formes de gouvernance. La fiducie, c'est un instrument, ils ont dit non, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient rigoureux dans l'investissement, mais la politique d'investissement, par exemple, c'est le mouvement qui décide si on peut changer la politique. Donc, je pense qu'il faut constamment innover, pas de le contrôler par les moyens organisationnels, parce que ça tue l'innovation, mais de pouvoir faire suffisamment de travailler avec assez de transparence puis assez de monde autour pour que le sens va demeurer. D'ailleurs, au chantier, on est en train de revenir sur notre mission et on va le changer, notre mission, pour dire que, parce qu'il y a 15 ans, on a dit, nous, notre objectif, c'est soutenir le développement de l'économie sociale, les entreprises collectives, tout ça. Là, on le rajoute à ça dans une vision de changement du modèle de développement pour qu'on n'oublie jamais ça dans la mission même de l'organisation. Mais je pense qu'on ne peut pas le faire d'une façon hiérarchique et contrôlante, c'est plus par la construction des rapports de force puis de l'éducation. Mais ça veut dire quand même qu'il faut trouver les moyens qu'existent des joueurs assez imposants pour faire ce rôle. Bien, vous l'avez dit, la question des réseaux est tellement importante. Puis non hiérarchique un peu. Je pense que Lynn a apporté beaucoup de réponses à ça. Oui. Je pense... Oui. Alors, mademoiselle. Oui. Bonjour. Moi, je voulais savoir... Vous êtes, madame? Catherine Roy-Boulanger.
En innovation sociale, quand on développe un projet d'innovation sociale, souvent, c'est une multitude de gens qui travaillent dans des secteurs différents, qui vont travailler ensemble, qui vont arriver avec des connaissances différentes, puis aussi souvent avec des façons de parler ou de s'exprimer différentes. Au Québec, j'entends bien là, ce que vous dites sur la possibilité que des chercheurs aient soient évalués sur 3 choses, mais je trouve qu'au Québec, il y a de plus en plus de relayeurs ou agents de liaison. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce qu'on entend de plus en plus parler de gens qui vont aller s'asseoir puis vont aider à ce que des gens qui veulent travailler ensemble, qui ne parlent pas exactement le même langage, qui ont les mêmes objectifs, mais que parce qu'ils arrivent de cultures différentes, puis là j'entends de cultures soit universitaires ou peu importe quoi, ont de la misère à travailler ensemble. En fait, ma question, c'est quel rôle vous voyez pour les relayeurs ou les agents de liaison? Les agents de liaison qui aident, par exemple, un chercheur universitaire qui est habitué d'utiliser un tel langage à transférer sa connaissance et aussi à comprendre la réalité d'un milieu de vie, d'une communauté, par exemple. Oui, ou aussi un médecin qui va s'asseoir avec un ingénieur. Ben, c'est pas 2 façons de parler de la même façon. Donc, c'est pas juste recherche terrain, mais aussi, quand on met une multitude d'acteurs ensemble, c'est pas toujours facile de leur faire parler. Donc, voilà. C'est ce rôle des agents qui font le pont entre ces différentes réalités-là. Vincent? Oui, allez-y, continuez. Voyons. De façon différente. Je pense que sans vouloir partir au débat philosophique, la connaissance, c'est pas juste une bulle qu'on garoche à quelqu'un d'autre puis qui la digère pour en faire quelque chose de mieux assimilable par quelqu'un d'autre. Je pense que si on veut transférer, si on veut comprendre, il faut travailler ensemble. Avec tous les défis que ça pose, parce que c'est pas le même langage, pas la même culture, c'est pas le même horizon temporel, c'est pas les mêmes contraintes. Et des fois, il y a un choc des cultures qui peut être plus ou moins long. Mais donc, ça prend des médiations, ça prend des lieux de rencontre, ça prend du monde qui aide à faire cette traduction-là, parce que ça se fait pas tout seul. C'est pas vrai que ça se fait tout seul. Et que si on n'aide pas cette traduction-là, elle risque de pas se faire. Donc oui, ça prend ces médiateurs-là. Dans ce sens-là, oui. Mais je ne pense pas que ça... D'ailleurs, à l'UQAM, je viens du service aux collectivités qui a cette mission-là depuis 30 ans. Mais ça ne dispose pas du fait si on veut coproduire, d'organiser cette rencontre-là. Mais ça prend du temps aussi. Donc, ça prend des mécanismes d'évaluation aussi. Pour que, si on veut que les profs puissent donner du temps dans ces mécanismes-là, dans cette coproduction, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on ne leur enlève pas de subventions en disant « c'est pas sérieux ce que tu as fait, tu as été, etc., etc. » Mais je pense que dans le milieu de la recherche, ça commence à changer du côté des chercheurs. Par exemple, aux assises de la recherche, j'étais à une table où il y avait 2 astrophysiciens et une neurologue, et ils disaient la même chose que ce qu'on disait. Alors, Michel était pas loin aussi. Et qui disait, mais même en astrophysique, là, même à l'Observatoire du lac mégantic, si on ne travaille pas avec les résidents pour comprendre en quoi c'est important d'avoir un ciel noir, on ne pourra pas garder notre télescope. Pareil en neurologie, il disait, oui, on a quelqu'un qui s'occupe d'aller voir un milieu, mais c'est pas, on voudrait en faire plus. Même en médecine, des fois, un médecin ou un chercheur en s'adressant à des médecins et eux-mêmes à des patients vont apprendre. Tu sais, souvent, on va chez le médecin, puis ils écoutent 10 minutes, puis vite, non, je ne veux pas savoir ce que tu as, moi je le sais ce que tu as, puis etc. On en sort, puis on est encore malade. Mais on gagne à travailler ensemble avec les acteurs, avec les praticiens, avec les citoyens, et il y a une connaissance nouvelle qui s'en dégage. Et même d'un point de vue recherche, d'un point de vue de production de connaissances, on a intérêt à le faire. Et ça, je pense que ce n'est pas encore reconnu en haut, parce que ce qui compte, c'est la production d'articles, c'est les subventions, etc. Et là, je pense qu'il y a un réel enjeu de produire ensemble. Alors, pour revenir au début, oui, ça prend des structures de médiation, c'est extrêmement important. Oui, ça prend des gens dont c'est la job de faire de la médiation, mais ça n'enlève pas le besoin, même pour des enseignants, pour des chercheurs, de travailler avec les praticiens.
C'est intéressant parce que ça rejoint aussi une préoccupation que j'ai dans mon domaine. Je veux juste vous donner l'exemple simple. J'ai travaillé dans des CLSC, dans des écoles où il y avait des comités multidisciplinaires. Donc, orthopédagogue, la direction d'école, l'enseignant, l'éducatrice, etc. Et dans les deux cas, ce multidisciplinaire-là se faisait en silo entre eux. Donc, le patient ou l'enfant en question n'était jamais là. Et chacun présentait sa position, puis il n'y avait jamais de lien qui se faisait. On n'arrivait pas à des conclusions. Tout le monde avait sa position. Tout le monde était bon, mais il n'y avait jamais de conclusion ou de synthèse de tout ça. Il n'y avait pas de liaison, justement. Et la méthode qu'on a développée, c'est un truc, en tout cas pour nous, qui marche super bien, c'est d'asseoir effectivement tout ce monde-là, puis pas juste en santé sociale, on a des avocats avec nous, on a des psychologues, on a la police, tout ça de monde, et d'obliger que l'enfant et la famille soient présents, en disant, on se centre sur les besoins d'un enfant, les besoins de Lobo, sur ses droits qui sont nombreux puis qui risquent d'être bafoués. Puis on oublie un peu notre profession, puis on mène notre expertise ensemble, mais toujours validée avec l'enfant puis la famille en présence. Et ça a été révolutionnaire. Les gens de la DPJ ne voulaient rien savoir de ça. Encore aujourd'hui, des fois, ils me demandent de faire sortir l'enfant, puis il n'y en a pas question, parce que s'il n'est pas là, ça ne se passera pas, cette espèce de synthèse et de validation. Et c'est très, très porteur, c'est très puissant. Et j'ai appris une partie de ça en psychiatrie transculturelle, en France d'ailleurs, où la famille ou l'enfant en question, s'il est assez vieux, est toujours, même bébé, est toujours présent dans le centre. Et on est obligé de le regarder jouer, de le regarder réagir. Et là, on va ajuster notre tir en conséquence. C'est très, très puissant. Et à ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin d'autres médiations que la personne ou la famille avec laquelle on travaille qui va la faire, cette médiation-là. Mais c'est une question très, très pertinente qui doit s'appliquer dans tous les champs. Et pour nous, c'était vraiment important. Puis la méthode fonctionne très bien. Nancy? Je vais juste donner un exemple. Il y a plusieurs années, j'ai été sur la Côte-Ouest, puis on était autour du développement local, développement des collectivités. Il y avait une ferme autochtone, puis là, il y avait des fonctionnaires de différents départements, différents ministères, etc. Puis à un moment donné, ils regardaient et disaient, vous savez, vous êtes chacun dans vos édifices différents à Ottawa. Puis là, vous pensez à des affaires pour notre communauté. Mais toutes les lignes, ils finissent tous ici. Et tout ici. Alors, on peut commencer ici puis discuter ici. Alors, je pense que c'est la même chose. L'enfant, la communauté. Et ça interpelle les façons de faire, que ce soit dans le domaine de la santé et des services sociaux, mais aussi dans le domaine de comment nos ministères sont organisés en silo. Donc, il y a un enjeu d'innovation dans la façon qu'on parlait de production de politiques publiques, d'évaluation de ces politiques et l'utilisation, et dans toute l'intersectorialité. Mademoiselle. Puis ensuite, il y a des gens derrière qui ont levé la main. Allez-y. Bonjour, mon nom est Geneviève Bégin. Moi, je m'interrogeais aussi sur un certain cloisonnement. En fait, j'ai voulu, moi, faire des études vers l'économie sociale, vers les études peut-être développement entrepreneurial coopératif. Je trouve qu'au Québec, il y a des lacunes dans la formation des jeunes dans ce domaine-là. J'ai opté finalement pour le MBA, moi, parce que j'ai décidé d'aller directement vers l'administration des affaires la plus sérieuse pour avoir une crédibilité du monde des affaires, pour après aller dans le monde social, puis me faire dire, bon, maintenant, on peut faire le lien entre les deux. Je vous écoutais tout à l'heure dire qu'on choquait le monde des affaires avec l'économie sociale et puis l'innovation sociale, puis peut-être que c'est là qu'on commençait à arriver à quelque chose. Est-ce que ce cloisonnement-là, qui est un peu typique, est un peu une condamnation de la différence et de l'innovation, ou vous pensez qu'on va éventuellement pouvoir ouvrir? Je vois aussi un certain cloisonnement peut-être des générations, parce qu'il y a des jeunes dans la salle, mais moi, je suis un peu étonnée, je vous dirais, d'être parmi les plus jeunes ici, parce que quand on parle d'innovation, généralement, il est question de jeunes. Si on parlait d'innovation technologique, on aurait beaucoup de geeks de 17 ans qui nous en apprendraient ici, et c'est pas le cas dans cette conférence-ci. Donc, je suis intéressée à vous entendre là-dessus. Et puis, on n'a pas parlé beaucoup non plus. J'entends pas beaucoup parler non plus des retraités ou des pré-retraités. Il y en a été question une fois tout à l'heure.
mais je me demandais si c'était une ressource qui revenait dans les idées régulièrement, parce que c'est des gens qui, contrairement à beaucoup, ont du temps, ont une pension, donc ont de l'argent. Donc, il y a deux facteurs principaux. Bon, ont une pension de base, on s'entend, là. Deux facteurs de base qui sont comme réglés dans les stress des gens qui vont faire de l'innovation ou de l'entrepreneuriat. Donc, tout simplement. Merci. Quelqu'un veut je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai 2-3 personnes qui ont levé la main, puis je vais prendre 2-3 interventions, puis ensuite on va un tour de table pour conclure. Ça vous va? Oui. Alors, derrière, oui. Alors, je suis désolé d'en ajouter parce qu'il y aurait à discuter longtemps avec ce que la dame vient de présenter. Je me permets quand même de faire un commentaire avant de poser mes 2 questions à peu près. Comme organisateur communautaire en défense de droits avec les personnes en situation de handicap, j'ai très souvent travaillé avec l'UQAM, qui est d'une ouverture exemplaire, notamment par le biais de son service à la communauté. Et ça fait la différence. En fait, plusieurs projets de recherche sont menés avec des personnes en situation de handicap qui sont intégrés en amont de tout, qui peuvent même apprécier les résultats en cours de route et à la fin. Et ce savoir expérientiel qu'ils savent nous témoigner fait changer les chercheurs. Moi, un chercheur avec qui je travaille beaucoup me dit ça constamment. On change dans le processus et en plus, on a accès à du vrai savoir expérientiel. Et donc, je veux souligner l'apport particulier de l'UQAM qui fait un travail réel à ce chapitre-là. J'ajouterais 2 choses. Quand on parle d'innovation sociale, puis qu'on parle pratiquement de mobilisation des communautés, il me semble qu'il manque quelque chose tout juste à côté, qui serait une plus grande part des citoyens, des communautés dans les décisions publiques de manière générale. Évidemment, on est encore beaucoup dans une logique de consultation, mais me semble que notre démocratie n'a pas beaucoup bougé par rapport à toutes ces expériences-là qui sont très foisonnantes. Alors, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on aurait besoin de plus de participation démocratique, de plus de place des citoyens dans les décisions pour mener à terme ces innovations-là ou les généraliser? Oui. Ça sera une question. Puis, de l'autre côté, il y a personne qui a parlé des données ouvertes aussi, qui sont des moyens d'accéder à de l'information pour que chacun puisse être des entrepreneurs avisés, éclairés. Puis les geeks nous auraient appris bien des affaires sur les données ouvertes. Donc, bref, c'est ça mes 2 questions. Est-ce qu'on devrait aller plus loin en démocratie? Puis, qu'est-ce que vous pensez des données ouvertes? D'accord. Monsieur au centre. Oui, c'est toi. François-Xavier Michaud d'Execo. Je voulais juste renchérir un petit peu. Je ne rajouterai pas trop de questions, il y en a déjà beaucoup autour de la table. J'oserais nous remettre tous un petit peu en question, à savoir si l'absence peut-être du milieu des affaires ou la présence qui n'est pas assez importante, je pense, du milieu des affaires, ils ont un rôle très important à jouer dans toute l'innovation sociale. Est-ce qu'on n'en est pas aussi en partie responsable? Parce qu'on entend trop souvent, le milieu des affaires, eux, ils ont un seul intérêt, c'est l'argent, alors que personnellement, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont remarquables dans le milieu des affaires et qui nous ont aidés énormément à atteindre des causes sociales. Et je pense qu'il faut les impliquer, il faut aller chercher, il ne faut pas les idolâtrer, c'est sûr, mais il y a quelque chose à aller chercher. Est-ce qu'on n'est pas responsable, nous, par nos préjugés négatifs vis-à-vis du milieu des affaires? Merci. Est-ce que j'ai une dernière intervention? Oui, monsieur. Bébé Boomer qui va réagir un petit peu. Premièrement, participation citoyenne, j'ai entendu ça. Moi, je suis très impliqué en politique. Je ne suis pas venu dans ce cadre-là, mais je suis très impliqué. Je suis dans une commission politique régionale. Le problème qu'on a, c'est que les gens ne participent pas. Ils ne viennent pas aux rencontres. On a des débats, ils ne sont pas là. On a vu avec le bal des étudiants l'an passé, l'automne passé, qu'on organisait et vote, et vote, et vote. Est-ce qu'il y avait des vrais débats? Je ne suis pas sûr. On écoute des fois les débats seulement. Moi, je suis un baby boomer, mais je suis impliqué. Je voudrais réagir à... Mon nom, c'est Gilles Gagnon, en passant, moi, je me nomme. Questionnement qu'on n'a jamais eu. D'abord, moi, je suis impliqué, entre autres, à l'appel l'Association de protection de l'environnement Lac-Saint-Charles, Marais du Nord. J'ai une formation en relations industrielles. L'environnement et moi, c'est un monde assez important, distant. Par contre, ce qu'on m'a dit, c'est que j'apportais un éclairage nouveau, des questionnements qu'on n'avait pas pensé se poser, ou
ça leur permettait de vulgariser l'information qu'ils avaient. Je suis impliqué en social. Un baby boomer, il manque de temps. Parce qu'il y a beaucoup d'implications. Sauf que, puis je vais revenir à la fonction publique, parce que j'ai passé 35 ans dans la fonction publique. Les fonctionnaires appliquent le livre, parce que s'ils n'appliquent pas le livre, ils se font taper sur les doigts. Il n'y a pas place à innovation dans la fonction publique, puis probablement, j'étais au provincial, probablement au fédéral, c'est ça. On a parlé du vérificateur général. Pour prendre une initiative, il faut qu'on soit drôlement culotté, parce que l'évaluation se fait là-dessus. Le système de gestion des attentes signifiées se fait, on s'attend à ce que tu appliques le livre. Si tu n'appliques pas le livre, ben, tu es mal évalué. Fait que c'était un petit peu quelques commentaires que je voulais ajouter sur ces éléments-là. Confirmer quelques impressions déjà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de réagir à l'une ou l'autre de ces questions, puis en même temps, ben, ce sera votre mot de la fin à chacun d'entre vous pour cette table ronde. Je commencerai peut-être avec vous, John Cawley. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés, l'absence ou la présence du monde des affaires, la question des données ouvertes, la participation des citoyens dans les décisions, le recours aux retraités ou aux pré-retraités, le cloisonnement entre les différents secteurs. Okay, je pense que la question du secteur privé, moi, je pense qu'un des dangers, c'est que le secteur communautaire et les amis autour du secteur communautaire doit prendre sérieux ce matin quand on a dit les problèmes sont assez complexes et assez difficiles et assez importants à s'adresser qu'on a besoin tout le monde sur le bateau, si tu veux. Ça veut dire que le secteur privé a beaucoup à contribuer, pas seulement au niveau des finances, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de bonnes volontés. Évidemment, comme Yuri a dit et Nancy a soulevé aussi, on ne peut pas être naïf, la motivation, etc. Mais tout le monde arrive avec une motivation qui est un peu différente. Okay? Évidemment, les académiques probablement veulent finir avec une publication dans un journal. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans une communauté autochtone, est-ce que ça sert à leurs besoins? Alors, moi, je viens de la génération, honnêtement, où le secteur privé était le gros méchant, mais je trouve honnêtement que les jeunes sont beaucoup plus ouverts parce qu'honnêtement, ils réalisent dans les prochaines 40 ans de leur carrière, probablement un travail pour le secteur public, autonome dans le secteur communautaire et pour le gouvernement. Parce que l'idée d'avoir une carrière pour 40 ans pour un organisme est probablement finie. Pour mes derniers mots, je veux dire, bon, on parle beaucoup des structures, même de la côté financière, mais finalement, je veux souligner le pouvoir que chaque personne il a. Okay? Innovation est quelque chose qui commence avec l'individu dans vos relations. Est-ce que nous sommes capables, dans nos interactions, d'être confortables dans notre zone de confort? Est-ce que dans notre petit organisme, ce n'est pas nécessaire de régler les grosses affaires, mais honnêtement, le travail commence avec des relations interhumaines et parce que souvent, des gens sont paralysés s'ils pensent toujours à les gros défis, mais honnêtement, ça commence parce qu'on trouve que les gens sont bien capables de répondre à la question « c'est quoi qui doit changer ?» dans un contexte d'innovation, mais ils sont moins capables de répondre quels sont les changements que moi je suis prêt à faire. Je pense que ça, c'est la première question, une certaine introspection. Merci beaucoup, John. Vincent Van Scandel. Merci. Il y a plusieurs éléments qui ont été, que je vais essayer de ramasser. Je pense que l'innovation sociale, celle dont on parle en tout cas, parce que c'est vrai qu'il ça a été souligné à quelques reprises, il peut y avoir différentes conceptions d'innovation, différentes utilisations ou même instrumentalisations, mais celle dont on parle ici, au fond, encore une fois, ça part des besoins, ça part de la volonté de résoudre des problèmes, et c'est un processus qui est collectif. Même quand il y a une idée qui est individuelle, il y a toujours des réseaux, il y a toujours un accompagnement, il y a toujours des relais qui fait que l'innovation est un processus collectif. Et ça implique de travailler ensemble, de mettre ensemble des gens qui, autrement,
qui autrefois ne travaillaient pas ensemble, quitte à faire un choc, mais travailler ensemble pour arriver aux finalités qui sont décidées ensemble. D'où le débat, effectivement, sur les finalités. Nancy a insisté là-dessus, mais c'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi le problème qu'il y a à résoudre? Comment on va y arriver? Et si on veut le faire sans qu'il y en a un qui instrumentalise l'autre, ça implique quoi comme valeur, comme langage, comme projet, quitte à prendre le temps pour faire les débats et à se donner les outils pour le faire, pas dans 10 ans, mais dans un horizon qui fait que le problème va être résolu. Et travailler ensemble, c'est aussi travailler avec ceux qui font les politiques publiques, donc les gouvernements, donc le secteur public, même si on peut percevoir des rigidités importantes, forcément. Ça ne veut pas dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ça ne veut pas dire que les politiques publiques ne sont pas nécessaires. Mais si on veut co-construire les politiques publiques, bien, il faut aussi travailler avec le gouvernement. Ça veut dire aussi travailler avec le secteur privé, travailler avec les syndicats, travailler avec le secteur communautaire, l'économie sociale, bien sûr, etc. Et à travers ça, se développer un langage, parce que c'est sûr que si on ne parle pas le même langage, on va avoir de la misère à diffuser les innovations. Et dernier mot, je l'ai dit rapidement tantôt, mais je pense qu'on est dans un contexte actuellement où il y a une véritable ébullition partout au Québec. Surtout, moi, ce que je vois surtout, c'est au niveau territorial, dans les milieux ruraux, dans les quartiers, à Montréal et ailleurs, dans les régions, en Abitibi, au Saguenay, une véritable ébullition, une véritable volonté de reprendre en main son développement. Et ça, c'est sûr que ça implique une délibération, ça implique une démocratisation. Et quand on pense que les gens ne veulent pas s'impliquer, il y a 2 ans, on disait ça des jeunes, regardez, les jeunes ne s'intéressent à rien. Et 1 an après, il y avait 300 000 personnes dans les rues à tous les 22 du mois. Alors, plus tout le reste. Alors, je pense qu'il y a une volonté de transformer, mais il faut partir des besoins et permettre aux gens de s'impliquer dans les débats et d'adapter des solutions qui correspondent à leurs besoins. Gilles Julien. Mais je vais tenter de répondre à un peu les questions de façon, en fait, dans mon champ toujours, parce que c'est ce que je connais. Je ne voudrais pas parler de mon mode de financement. Tous les services que nous, on donne aux enfants, le transfert des connaissances, tout ça, est financé sur trois bases, 3 pieds. La base la plus importante et la première, ça a été la base populaire. Si on donnait des services en communauté innovants, il fallait que la population participe avec du bénévolat, mais financièrement aussi. C'est comme ça qu'on a mis sur pied la Guignolée il y a 11 ans maintenant. Et c'est la journée porte ouverte où les gens viennent voir ce qu'on fait. Ils vont nous donner s'ils sont contents de ce qu'on a fait. Donc, c'est très démocratique. L'autre partie démocratique, c'est celle que j'expliquais tantôt, c'est la famille et les enfants sont là. Si on parle d'eux, ils sont là. S'ils ne sont pas là, on ne parle pas d'eux. Et on ne fera rien, on ne leur imposera aucun programme. Je ne leur imposerai pas un signalement comme un délateur. Je vais leur demander de se signaler eux-mêmes. Et ils vont le faire. Ça, c'est un processus extrêmement démocratique. Et cette base-là de financement, en tout cas, elle est super importante. Le jour où cette base-là va tomber, on va arrêter nous. L'autre base, ça a été le monde philanthropique et les affaires. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait accuser de prendre l'argent sale des capitalistes, ce qui arrive encore aujourd'hui. Sauf que pour moi, les gens qui ont de l'argent, en général, vont vouloir contribuer, puis tant mieux. Puis si on réussit monétairement, tant mieux aussi. Mais s'ils veulent contribuer, moi, je suis très content. Puis c'est un peu eux autres qui m'ont sauvé quand ça allait mal. Puis c'est parfait comme ça. L'autre, c'est le gouvernement. Puis effectivement, comme Nancy disait tantôt, on ne peut pas innover si éventuellement les structures officielles qu'on s'est données ne sont pas de la partie. Alors, nous, on essaie d'intégrer toujours les gens des grands systèmes et le ministère de la Santé, il y a 3 ans, a décidé d'investir avec nous, mais eux se sont fait dire par le communautaire, les syndicats puis les institutions, mais pourquoi tu finances un docteur? Il n'est même pas dans notre gang. Alors, vous voyez les barrières en même temps de vouloir essayer d'associer toutes les bases de la communauté à un processus d'innovation. Mais en tout cas, à ce jour, ça fonctionne. Mais si j'ai une base qui faiblit, j'ai au moins l'autre à côté. Ça, dans le processus d'innovation, c'est extrêmement précieux et important.
Je voulais juste finir, moi aussi, en disant, surtout aux jeunes, parce que j'en ai beaucoup qui viennent chez nous en stage, puis dont on sert de mentor aussi. En tout cas, personnellement, moi, si j'ai réussi en innovation sociale, c'est parce que j'ai eu des mentors. Si je n'avais pas eu de mentors, ça n'aurait pas marché. Puis l'autre grand facteur, puis Nancy l'a abordé tantôt aussi, puis c'est extrêmement important, aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce qu'on n'invente rien finalement. On va aller chercher des choses qui nous intéressent, où on est confortable, et l'ensemble de ces connaissances-là vont nous aider à développer une bonne idée. Mais ça reste l'idée de plusieurs autres. Et ça, c'est très, très important. Et en même temps, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on ne peut pas innover. Alors, c'est un peu le message. Quand on parle des mentors, est-ce qu'on répond un peu à la question de mademoiselle sur les retraités, les pré-retraités qui ont toute une expérience derrière? Il faut faire attention aux retraités ou les gens... Faire attention aux retraités, OK. Oui, ben oui. En fait, j'ai des très belles personnes retraitées qui vont venir montrer un talent. C'est ce qu'on fait, nous, à un enfant. Donc, il y a des dames qui viennent tricoter avec des groupes d'enfants. Il y en a qui viennent leur enseigner la musique. Il y en a qui leur apprennent à cuisiner. Ça devient des mentors. Ils sont très fiers et nous remercient d'avoir pu contribuer comme ça. Donc ça, c'est très fort pour les gens qui viennent partager quelque chose. J'ai eu des gens de l'âge d'or, ou retraités, disons, avec un gros salaire de retraite, qui sont venus avec moi comme bénévoles, puis c'est arrivé souvent. J'étais très content d'avoir cet accès-là et de profiter d'une expérience. Mais ce qui est arrivé souvent, disons, un DG de CLSC, il arrive, un ancien DG à la retraite, tout ce qu'il connaît, c'est un modèle CLSC. Alors lui, il arrive d'un modèle innovant, il est complètement perdu, il va essayer de me ramener vers un modèle institutionnel. Ça ne marche pas. Et un autre groupe a fini par demander un salaire par-dessus le salaire. Donc, il faut un petit peu être prudent de ce côté-là. Mais les gens à l'autre extrémité de la vie, en fait, les baby boomers, j'en suis un aussi, les retraités, j'en suis pas encore, peuvent contribuer en amenant un talent puis en le partageant gratuitement. Ça, c'est très précieux. Lynn Sauvageau. Je vais, pour terminer, prendre mon chapeau de gestionnaire académique, peut-être pour parler de l'université qui est à la fois un terrible dinosaure qui travaille ou qui se reproduit, je dirais, depuis le Moyen Âge, qui transmet des savoirs qui sont attestés, approuvés, validés par les pairs, etc., et qui... effectivement, peut paraître lourd. On comprend le développement d'un MBA plutôt que le développement de formules de formation plus novatrices. Et je dirais dans ce sens-là, oui, l'université a parfois du mal à innover compte tenu, je dirais, à la limite du poids de la tradition puis de la façon qu'on a d'attester des connaissances entre universitaires. Par ailleurs, quand je regarde, c'est aussi un formidable lieu d'innovation. Quand l'université se met à la fois au service des besoins de la société et entre en relation, en dialogue, la plupart du temps par ses chercheurs. Et là, on voit dans la plupart des projets d'innovation qui ont été, partagés ici, il y a souvent un chercheur, une équipe de chercheurs. Donc, je dirais à la fois, il y a le volet extrêmement lourd, institutionnel, et d'autre part, un lieu de liberté, un lieu beaucoup plus grand que celui qui est offert par les administrations publiques, par exemple. Donc, des institutions qui ont cette vocation-là de transmission des connaissances qui apparaît lourd et par ailleurs de construction des connaissances qui, dans certaines conditions, donne lieu à de très grandes innovations, à une grande ouverture d'esprit. Voilà. Très rapidement, en tout cas, toutes les questions, je vais partir les heures sur ces débats-là, qui sont assez importants, les enjeux soulevés, mais je dirais, bon, sur la question de la participation citoyenne, c'est évident pour moi, c'est une partie de la solution, même quand on regarde dans les enjeux de gouvernance. Moi, j'ai eu vraiment la chance, le privilège de diriger une organisation de développement local dans un cadre où pendant 5 ans, le fédéral et le provincial nous ont donné de l'argent puis ils ont dit, on va vous juger juste sur les résultats. Hors programme, des millions de dollars. On n'a jamais fait autant d'innovation dans ces 5 ans-là. À la fin,
le bilan fait par les citoyens, par les dirigeants d'entreprise, par les syndicats, par tout le monde par les élus, tout le monde était super content, mais ceux qui étaient le middle management dans la fonction publique étaient complètement traumatisés. C'était un cauchemar. Je pense qu'ils s'en sont pas encore remis. Donc, la participation citoyenne, là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un élément de solution. On voit les affaires sur les budgets participatifs, etc. Il y a certainement des choses à regarder pour ouvrir à l'innovation avec les fonds publics. Deuxième chose sur la question des écoles de gestion, etc. Il y a des choses qui changent tranquillement. Il y a aussi, même par rapport aux pré-retraités, nous, on le voit dans le domaine de l'économie sociale, des gens qui ont travaillé dans le privé puis qui ont le goût à la fin de leur carrière de venir travailler dans l'économie sociale parce qu'ils disent que ça nous donne un sens. Mais tant que, c'est mon dada, mais tant que les départements d'économie vont continuer à avoir la pensée unique, et c'est eux autres qui sont ceux qui déterminent les politiques économiques qu'on embauche pour et qui disent qu'il y a une hiérarchie dans ce qui est la façon de faire, et que, bon, je pense que les écoles de gestion, ils vont têter par ça. Alors, mais il y a quand même des lueurs d'espoir, puis ça m'amène à la troisième question qui était posée sur la question du milieu des affaires. Écoute, moi, depuis 30 ans, j'ai travaillé beaucoup avec les milieux des affaires, etc. Mais il ne faut pas, il y a des individus qui sont formidables et des affaires qui sont faites d'une façon formidable aussi. Mais il faut toujours se rappeler qu'au bout de la ligne, les gens, ils sont responsables de leur organisation, de leur système et de la finalité de ça. Et donc, au bout de la ligne, si le bottom line, puis tu peux parler avec le vice-président de Cascade, responsable du développement durable. Moi, j'ai été à un moment donné en Europe après un débat dans une organisation des Nations Unies sur l'entreprise Sustainable Enterprise après la crise. Mais le responsable de l'association des PME de l'Europe, qu'est-ce que tu veux qu'il disait? Pour lui, a Sustainable Enterprise, une entreprise durable, après la crise 2009, là, c'est une entreprise qui ne fermait pas ses portes. Tu sais, l'environnement, c'est oublié, le social, parce que au bout de la ligne, il y a une finalité. Et cette finalité, on le sait. Donc, je pense que je vous invite donc à regarder dans l'école de gestion de McGill, parce que les autres, ils viennent de partir, même eux, une initiative en économie sociale, juste pour dire qu'on est vraiment à la mode. Et il y a un homme qui est une sommité en gestion, qui s'appelle Henry Mintzberg, vous connaissez? Et là, il est en train de développer toute cette théorie qui touche la nôtre, c'est-à-dire qu'on vit dans une économie plurielle, le secteur privé classique, le secteur d'économie sociale, ou en tout cas la réalité et l'économie publique, ça nous prend les trois. Mais qui est la force de changement présentement? C'est ça l'enjeu. Et d'où va venir ce changement-là? Parce que c'est sûr, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une économie sociale plus forte va avoir un effet de contaminer l'économie privée classique. Alors, il faut montrer, et je finis avec un exemple, il y a eu en Allemagne, il y a longtemps, il y avait des environnementalistes qui disaient aux fabricants des réfrigérateurs, il faut se débarrasser du freon, tu sais, du gaz qui était très dangereux, c'est pas possible. Ben, ils en ont construit un autre qui le faisait sans, puis ça a changé les pratiques. Donc, il y a toutes sortes d'études qui démontrent ça. Alors, moi, je dirais, oui, le milieu des affaires, c'est important, mais il faut à quelque part qui est la force de changement au sein de l'économie présentement. Et je pense que c'est là où l'action citoyenne au cœur de l'économie, et c'est ça l'innovation qu'on a dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, elle va pour l'instant au moins une force de changement importante. Bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre forum et pendant que la coordonnatrice du RQIS, Mélanie Bisson, s'approche pour un petit mot de la fin, j'aimerais d'abord remercier nos panélistes de cette dernière table ronde. J'aimerais remercier aussi les membres du RQIS et en particulier les membres du conseil d'administration provisoire du RQIS pour leur collaboration, pour l'organisation du forum. Et si vous me permettez, j'aimerais remercier l'équipe de l'Institut du Nouveau Monde qui a organisé cet événement aujourd'hui, en particulier Louis-Philippe Lisotte, qui a été le chargé de projet principal, Mallory Flon, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Annie Cardinal, qui peut-être nous écoute en ce moment, puisqu'elle était responsable à distance de la web-diffusion de cet événement, et quelques autres qui ont donné un coup de main un peu partout. Bien entendu, mon co-animateur aujourd'hui, André Fortin. Alors, merci aussi à vous d'avoir été là. Et je laisse Mélanie Bisson, notre coordonnatrice, le mot de la fin. Je renchéris sur le merci à l'équipe de l'INM qui était très efficace et très professionnelle. Alors, merci. À mes colocs, mes nouveaux colocs. Merci à vous aussi. Vous venez de participer, dans le fond, au premier événement public du RQIS en tant qu'organisation autonome. Alors,
Moi, je suis personnellement très contente et je vous invite à vous tenir au courant aussi, je l'ai mentionné en début de journée, je vous invite à vous tenir au courant des prochaines annonces, des prochains développements. Allez visiter notre site Internet, allez-y régulièrement, entre autres parce qu'il sera éventuellement revitalisé et vous aurez une belle surprise. Alors, et également, j'ai mentionné ce matin qu'il y a l'Assemblée générale de Fondation, qui est le prochain grand pas du RQIS qui va avoir lieu aussi à l'automne. Donc, moi, personnellement, je repars gonflé à bloc et inspirée là, par tout ce que j'ai entendu. Il y a beaucoup de défis, bien sûr, mais toutes les expériences qui ont été présentées, toutes les réflexions qui viennent d'avoir lieu, pour moi, personnellement, sont vraiment de la matière pour faire avancer le RQIS pendant les prochaines années. Tout cela en n'étant pas naïve, évidemment. Voilà. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été là.